La science-fiction adore les grandes échelles. Des empires galactiques, des milliers de planètes, des civilisations qui s'étendent sur plusieurs bras spiraux et des guerres capables de faire exploser des systèmes solaires entiers. Et puis il y a Jack Vance. Lui s'est posé une question toute simple qui est: et si je prenais une seule planète et si je la rendais tellement immense qu'elle puisse contenir à elle seule tout ce qu'une galaxie entière a à offrir? C'est exactement le concept de Big Planet ou La planète géante, un roman publié en 1952 qui nous emmène sur un monde si vaste que quelques milliers de kilomètres ne représentent parfois qu'une simple étape du voyage. Imagine que partir en vacances dans un pays voisin nécessite plusieurs années de trajet. Et pourtant, c'est précisément cette immensité qui fait toute la force du roman. Car sur cette planète gigantesque vivent d'innombrables peuples humains, des cultures différentes, des traditions différentes et des façons de penser différentes. Chaque région semble être un monde à part entière. Et plus le héros avance, plus on a l'impression d'explorer non pas une planète, mais une infinité de civilisations. Hello Nixonaute, dans cette chronique, je te propose de découvrir La planète géante de Jack Vance, une œuvre qui montre qu'il n'est pas toujours nécessaire de parcourir la galaxie pour ressentir le vertige de l'exploration. Parfois, une seule planète suffit. L'histoire débute loin de la planète géante. La Terre a envoyé une commission chargée d'enquêter sur la situation de cette planète hors norme. À sa tête se trouve Claude Glistra, accompagné de plusieurs collaborateurs. Leur destination est l'enclave terrienne, une implantation humaine située sur la planète géante. Le problème, c'est qu'ils n'y arriveront jamais, ou plutôt pas comme prévu. Alors qu'ils approchent de leur objectif, leur vaisseau est victime d'un sabotage et s'écrase à la surface de la planète. Et pas juste à côté de leur destination, ce serait beaucoup trop simple. Les survivants se trouvent à environ 65 000 km de l'enclave. Pour donner une idée, ça représente plus d'une fois et demie le tour de la Terre par l'équateur, une petite marge digestive. Dès lors, la mission change complètement de nature. Il ne s'agit plus d'enquêter, mais de survivre. Claude Glistra prend la tête du groupe et organise ce qu'il est possible de sauver dans l'épave. Les survivants récupèrent du métal qui servira de monnaie d'échange au cours du voyage, ainsi que quelques armes susceptibles de leur éviter une fin prématurée. La planète géante n'est pas un endroit particulièrement accueillant. Sur cette planète immense, l'autorité centrale est quasiment inexistante et d'innombrables peuples vivent selon leurs propres règles. Certaines régions sont relativement paisibles, mais d'autres le sont beaucoup moins. Et les ennuis ne tardent pas à arriver. Le Bajarnom, un puissant dirigeant local, apprend rapidement la présence de ces étrangers tombés du ciel. Il décide alors d'envoyer des hommes à leur trousse afin de les intercepter. Comme si cela ne suffisait pas, Glistra comprend bientôt qu'un espion se trouve parmi les membres de l'expédition. Quelqu'un transmet des informations à leurs ennemis, quelqu'un sabote leurs efforts. Mais qui? Et au milieu de toutes ces difficultés, une rencontre inattendue va changer le cours du voyage. Blessé lors du crash, Glistra est soigné par Nancy, une jeune autochtone qui choisit finalement de rejoindre l'expédition. À partir de ce moment-là, le récit devient une immense traversée de la planète géante. Une traversée faite de rencontres, de dangers, de découvertes et de cultures parfois fascinantes, parfois inquiétantes. Car si l'objectif est bien de rejoindre l'enclave terrienne, le véritable intérêt de ce roman se trouve souvent ailleurs, dans tout ce qui se trouve entre le point de départ et l'arrivée. Et pour comprendre pourquoi ce voyage est si extraordinaire, il faut d'abord parler du véritable personnage principal du roman, la planète géante elle-même. Si Claude Glistra est le héros du roman, le véritable personnage principal reste sans doute la planète géante elle-même. Car dès les premières pages, on comprend que cette planète n'est pas un simple décor. Elle est l'idée centrale du livre. Voilà l'idée. La plupart des récits de science-fiction multiplient les mondes. Une planète désertique ici, une planète océan par là, et un empire galactique quelques systèmes plus loin. Jack Vance fait exactement l'inverse. Au lieu de disperser ces civilisations à travers l'espace, il les rassemble
sur un seul monde. Mais pour que cela fonctionne, il lui faut voir grand, très grand. La planète géante possède un diamètre d'environ 30 000 km. Sa surface est plus de 7 fois supérieure à celle de la Terre. À une telle échelle, les distances deviennent presque difficiles à concevoir. Les 65 000 km que doit parcourir Glistra après le crash ne représentent finalement qu'une portion du globe. Et c'est là que le génie du concept apparaît. Car malgré l'existence de technologies avancées, les déplacements rapides sont extrêmement limités sur la planète géante. La planète géante ne produit pas de métal. Résultat, les populations restent relativement dispersées. Les échanges, les voyageurs et les commerces existent, mais les distances sont si colossales que chaque région développe progressivement sa propre identité, ses coutumes, ses traditions, ses systèmes politiques et parfois même sa propre vision du monde. Au fil du voyage, Glistra et ses compagnons traversent ainsi une succession de sociétés très différentes les unes des autres. Et c'est probablement ce qui m'a le plus marqué à la lecture. On n'a jamais vraiment l'impression d'explorer une planète, on a plutôt l'impression de traverser une multitude de mondes distincts. Chaque étape apporte son lot de surprises. Chaque rencontre permet de découvrir une nouvelle manière de vivre. Et chaque peuple semble avoir trouvé sa propre réponse à une même question qui est comment organiser une société humaine. Et c'est là que la planète géante devient fascinante, parce que Vance ne cherche pas seulement à créer un monde immense, il utilise cette immensité pour explorer la diversité humaine. L'étrangeté ne vient pas d'espèces extraterrestres incompréhensibles, elle vient des êtres humains eux-mêmes. Des choix qu'ils font, des règles qu'ils inventent, des croyances qu'ils transmettent et des sociétés qu'ils construisent. Finalement, la planète géante ressemble presque à une expérience de pensée. Que se passerait-il si l'on donnait à l'humanité un espace pratiquement illimité ? Combien de cultures différentes apparaîtraient, combien de façons de vivre émergeraient, combien de visions du monde pourraient coexister. Ce sont ces questions qui accompagnent le lecteur tout au long du roman. Et c'est aussi ce qui rend cette planète si mémorable. Car plus qu'un simple décor, la planète géante devient un miroir de l'humanité elle-même. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la planète géante est le premier volet d'un petit cycle de 2 romans se déroulant sur la planète géante. Car plus qu'une intrigue ou qu'un héros, c'est véritablement ce monde gigantesque qui constitue le personnage principal de l'ensemble. Le second roman, Les Baladins de la planète géante, raconte d'ailleurs une toute autre histoire avec d'autres personnages, preuve que Jack Vance avait encore beaucoup à explorer sur cette planète hors norme. Mais une planète gigantesque ne suffirait pas à rendre le roman aussi captivant. Ce qui fait véritablement avancer l'histoire, c'est le voyage. Et chez Jack Vance, le voyage est souvent bien plus important que la destination. Si tu me demandes ce qui m'a le plus séduit dans la planète géante, je crois que je répondrais sans hésiter le dépaysement. Parce qu'au fond, l'intrigue pourrait presque tenir sur une carte postale. Un groupe d'hommes échoue sur une planète gigantesque et tente de rejoindre sa destination tout en échappant à ses poursuivants. Sur le papier, ce n'est pas particulièrement révolutionnaire, mais entre le point de départ et l'arrivée, Jack Vance déploie une imagination incroyable. Car ce qui compte, ce n'est pas tant l'objectif final que tout ce qui se trouve entre les deux. Et à chaque étape, le lecteur découvre de nouvelles régions, de nouvelles coutumes, de nouveaux peuples et parfois de nouvelles façons de penser. Certaines sociétés paraissent familières, d'autres sont déroutantes. Certaines semblent paisibles, d'autres beaucoup moins. Et c'est précisément cette succession de découvertes qui donne au roman son caractère presque hypnotique. Il y a quelque chose de profondément jubilatoire dans cette impression de ne jamais savoir ce qui attend les personnages derrière la prochaine colline, ou derrière la prochaine montagne, ou derrière les prochains 10 000 kilomètres. Parce que sur la planète géante, les unités de mesure ont tendance à devenir légèrement absurdes. Et c'est justement cette démesure qui contribue au dépaysement. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que Jack Vance ne cherche pas à tout expliquer. Il ne passe pas des pages entières à détailler l'économie, la géologie ou le fonctionnement précis de chaque société. Il procède plutôt par petites touches. Une coutume étrange, une façon de se vêtir, une manière particulière de parler ou encore une hiérarchie inattendue. Et en quelques paragraphes, on a déjà l'impression que tout un monde existe derrière ce que l'on vient d'apercevoir. Je trouve d'ailleurs que cette approche participe énormément au sentiment d'émerveillement, parce que comme les personnages, nous découvrons la planète géante sans jamais en avoir une vision complète. Et c'est peut-être ça finalement voyager, ne pas tout comprendre immédiatement, accepter qu'une partie du monde nous échappe, continuer malgré tout et se laisser surprendre. En refermant le roman, je me suis d'ailleurs fait une réflexion. La planète géante ressemble moins à un décor
fort qu'à une promesse. La promesse qu'il existe toujours quelque chose derrière l'horizon, quelque chose d'inattendu, quelque chose à découvrir. Et je crois que c'est précisément ce sentiment qui donne au livre son charme si particulier. Car même lorsque les personnages sont en danger, même lorsqu'ils sont poursuivis ou lorsqu'ils traversent des régions hostiles, on ressent constamment cette envie de savoir ce qui se cache un peu plus loin. Et c'est probablement le plus beau compliment qu'on puisse faire à un roman d'aventure. Parce que quand on tourne la page suivante uniquement parce qu'on a envie de poursuivre le voyage, c'est que l'auteur a réussi quelque chose. Mais ce qui rend ce voyage si fascinant, ce ne sont pas seulement les paysages ou les distances gigantesques. Ce sont aussi les êtres humains que Glistra et ses compagnons croisent tout au long de leur périple. Car chez Jack Vance, les extraterrestres ne sont pas toujours nécessaires pour créer l'étrangeté. Parfois, les humains s'en occupent très bien eux-mêmes. Ce qui est fascinant avec La planète géante, c'est que Jack Vance n'a pratiquement pas besoin d'extraterrestres pour créer le dépaysement. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Parce qu'au fond, l'étrangeté est déjà là. Elle se trouve dans les sociétés humaines elles-mêmes, dans leurs coutumes, leurs traditions et leurs croyances. Et surtout dans cette incroyable capacité qu'ont les êtres humains à inventer des façons très différentes de vivre ensemble. Au fil du voyage, Glistra et ses compagnons rencontrent des peuples qui obéissent à leurs propres règles, parfois logiques, parfois absurdes, parfois fascinantes. Et ce qui est intéressant, c'est que Vance ne les juge jamais vraiment. Il les montre, avec souvent une pointe d'humour, parfois même une certaine ironie. Car derrière les apparences exotiques, on reconnaît souvent quelque chose de très humain. Une hiérarchie, un rapport au pouvoir, des traditions devenues évidentes pour ceux qui les pratiquent, et des croyances qui semblent naturelles à l'intérieur du groupe, mais étranges vues de l'extérieur. Et c'est peut-être là que réside l'une des grandes forces du roman. La planète géante ne nous parle pas d'espèces extraterrestres incompréhensibles, elle nous parle de notre tendance à considérer nos propres habitudes comme normales, de notre capacité à créer des systèmes parfois brillants, parfois absurdes, et de la manière dont chaque société finit par construire sa propre vision du monde. Finalement, les habitants de la planète géante ne sont pas si différents de nous. Ils ont simplement plus d'espace, plus de temps et moins de raisons de se ressembler. Et ce que j'aime particulièrement chez Vance, c'est qu'il ne cherche jamais à transformer ses personnages en symboles ou en concepts philosophiques ambulants. Ces peuples ont une personnalité, une couleur et une identité. Parfois ils nous amusent, parfois ils nous inquiètent, parfois ils nous paraissent complètement extravagants et pourtant ils restent crédibles. Parce que ce qu'on sent derrière chacun d'eux est une certaine logique interne, une histoire, une évolution et un passé. Et je trouve ça assez fascinant parce qu'au fond, la planète géante nous rappelle quelque chose de très simple. L'étrangeté ne se trouve pas forcément à des années-lumière. Elle peut naître naturellement dès lors que des êtres humains vivent suffisamment longtemps selon leurs propres règles. Et finalement, ce n'est peut-être pas l'espace qui est infini, mais la diversité humaine. Mais derrière cette immense aventure et cette succession de rencontres, j'ai l'impression que Jack Vance nous parle aussi d'autre chose, car sous ses airs de roman d'exploration, la planète géante pose directement quelques questions qui sont assez vertigineuses. Qu'est-ce qui relie encore des peuples qui vivent à des dizaines de milliers de kilomètres les uns aux autres? Existe-t-il une manière universelle d'organiser une société? Et surtout, qu'est-ce qui fait que malgré toutes leurs différences, ces peuples appartiennent toujours à une même humanité? C'est peut-être là que se trouve selon moi toute la richesse de la planète géante. Parce que derrière son récit d'aventure, ses poursuites, ses rencontres et ses paysages immenses, Jack Vance nous parle finalement de l'humanité. Pas de l'humanité du futur, ni de l'humanité confrontée à des extraterrestres, là je leur en veux aujourd'hui, mais simplement de l'humanité. Car ce qui frappe tout au long du voyage de Claude Glistra, c'est à quel point les humains peuvent être différents, tout en restant profondément semblables. Chaque peuple rencontré possède ses propres règles, ses propres valeurs, ses propres coutumes et ses propres certitudes. Et pourtant, malgré ces différences parfois spectaculaires, on retrouve toujours des préoccupations familières. Le pouvoir, le commerce, la religion, l'amour, la peur, l'ambition, la curiosité, la jalousie ou encore l'espoir. Comme si Vance nous rappelait qu'il existe 1000 façons d'organiser une société, mais qu'au fond, les êtres humains restent des êtres humains. Et je trouve ça assez beau, parce qu'à aucun moment le roman ne donne l'impression qu'il existerait une civilisation parfaite.
ou une manière idéale de vivre. Certaines sociétés semblent plus justes, d'autres plus absurdes. Certaines paraissent accueillantes, d'autres franchement inquiétantes. Mais aucune ne détient la vérité. Et je crois qu'il y a là une forme d'humilité assez rare. Vance ne nous dit jamais voilà comment les choses devraient être, il se contente de nous montrer des possibilités et il nous laisse tirer nos propres conclusions. Finalement, la planète géante ressemble presque à un gigantesque laboratoire humain, une expérience de pensée à l'échelle d'une planète. Que se passe-t-il lorsqu'on laisse l'humanité se disperser sur des distances inimaginables? Combien de cultures différentes peuvent apparaître? Combien de traditions? Combien de systèmes politiques? Combien de manières de voir le monde? Et surtout, qu'est-ce qui continue à nous relier malgré toutes ces différences? Car malgré leurs coutumes étranges et leur façon parfois déconcertante de vivre, les habitants de la planète géante appartiennent tous à une même humanité. Et je crois que c'est là que réside le véritable optimisme du roman. L'étrangeté n'est pas forcément une menace, la différence n'est pas forcément un obstacle. Elle est aussi une richesse, une source d'émerveillement, une invitation au voyage et finalement, en refermant la planète géante, je me suis demandé si Jack Vance ne nous invitait pas simplement à faire preuve d'un peu plus de curiosité, à accepter que d'autres puissent vivre différemment, à reconnaître qu'aucune culture ne possède toutes les réponses et qu'il existe peut-être autant de façons d'être humain qu'il existe d'êtres humains. Mais au-delà des thèmes et des idées, il reste une question plus personnelle. Pourquoi ce roman mérite-t-il encore d'être découvert aujourd'hui ? Ce qui m'a marqué avec La planète géante, c'est d'abord ce sentiment d'émerveillement permanent. À aucun moment je n'ai eu l'impression de lire un simple roman d'aventure. J'avais plutôt l'impression d'accompagner les personnages dans une immense expédition dont personne, pas même eux, ne pouvait vraiment prévoir ce qui les attendait derrière l'horizon. Et je crois que c'est ce que Jack Vance réussit le mieux. Il donne envie de poursuivre le voyage. Encore une étape, encore une rencontre, encore une société étrange, encore quelques milliers de kilomètres. Bon, dit comme ça ressemble un peu aux vacances idéales d'un GPS en burn-out, mais tu vois l'idée. Ce qui m'a également marqué, c'est que La planète géante porte assez clairement les traces de son époque. Le roman a été publié en 1952 et certains aspects ont forcément vieilli. Je pense notamment à la place accordée aux personnages féminins ou à certaines représentations qui peuvent aujourd'hui paraître misogynes. Je le trouve aussi assez ethnocentré, mais tout cela ne m'a pas empêché d'apprécier le livre, mais je trouve important quand même de le signaler, parce qu'une œuvre n'est jamais totalement détachée de son époque. Et finalement, lire des classiques, c'est aussi accepter de rencontrer des idées ou des sensibilités qui ne sont plus forcément les nôtres. Mais au-delà de ces limites, ce qui m'a surtout marqué, c'est ce sentiment d'émerveillement, comme je le disais à plusieurs reprises dans cette vidéo, ce sentiment d'émerveillement permanent. La façon dont Vance parvient à créer l'immensité, pas seulement en nous disant que la planète géante est gigantesque, mais en nous le faisant ressentir. Les distances paraissent parfois absurdes, les régions traversées semblent sans fin, et pourtant, on ne ressent jamais de lassitude. Au contraire, chaque nouvelle étape apporte son lot de surprises. Et puis, il y a cette impression assez particulière que le monde continue d'exister en dehors du récit, comme si les personnages ne faisaient que traverser une infime partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. On sent que derrière chaque rencontre se cache une histoire, que derrière chaque peuple se trouvent des siècles d'évolution, que derrière chaque paysage se trouvent encore d'autres paysages. Et finalement, c'est peut-être ce qui m'a le plus séduit, cette sensation que la planète géante est trop grande pour être entièrement comprise. Et quelque part, c'est rassurant. À une époque où tout semble devoir être expliqué, cartographié, classé et résumé en 3 vidéos TikTok ou 2 shorts YouTube, il y a quelque chose de rafraîchissant dans cette œuvre qui accepte de conserver une part de mystère. Tout n'a pas besoin d'être expliqué, tout n'a pas besoin d'être montré, et l'imagination du lecteur fait le reste. Bien sûr, là aussi, le roman porte des traces de son temps. Certains passages peuvent paraître plus lents pour un lecteur moderne, certains personnages secondaires ne sont pas forcément très développés. Et si tu cherches des batailles spatiales ou des empires galactiques ou des explosions toutes les 3 pages, tu risques d'être un petit peu étonné ou très déçu. Ou de te demander si tu ne t'es pas trompé de livre en cours de route. Mais si tu aimes les récits d'exploration, les mondes qui donnent envie de partir à l'aventure et les livres qui privilégient la grande découverte plutôt que l'action permanente, alors La planète géante a vraiment quelque chose à offrir. Et plus de 70 ans après sa publication, je trouve qu'il conserve encore aujourd'hui toute sa capacité à faire rêver. La plupart des auteurs de science-fiction utilisent l'espace pour multiplier les mondes. Jack Vance, lui, a choisi une autre voie. Il a pris une seule planète puis l'a rendue si vaste, si riche et si diverse qu'elle est devenue un
univers à elle toute seule. Et au fond, c'est peut-être ça la véritable force de la planète géante, nous rappeler que l'étrangeté ne se trouve pas forcément à des années-lumière, qu'il n'est pas toujours nécessaire d'inventer des centaines d'espèces extraterrestres pour susciter l'émerveillement, et que parfois, il suffit de regarder l'humanité elle-même, ses différences, sa créativité, ses contradictions et son incroyable capacité à inventer 1000 façons de vivre. Alors si tu ne connais pas encore la planète géante, j'espère t'avoir donné envie de partir à sa découverte. Et si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a le plus marqué au cours de ce voyage. Parce qu'après tout, sur la planète géante, l'important n'a peut-être jamais été la destination, mais tout ce qu'il y a entre le point de départ et l'horizon. Pense à t'abonner, activer la cloche, liker, booster, commenter et partager cette vidéo si le cœur t'en dit. La prochaine vidéo sera sur le cycle de Chai. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?